Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast pour ce premier numéro de l'année. Nous revenons du côté de l'innovation avec l'Open Banking. Le mois de janvier est traditionnellement riche en événements consacrés à l'innovation et aux startups avec le Consumer Electronics Show de Las Vegas qui s'est achevé mi-janvier et le Paris FinTech Forum à venir. Laurent Darmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fabrique by CA. Vous nous expliquerez un petit peu plus tard dans ce podcast ce qu'est la Fabrique by CA, mais pour l'instant, revenons à l'Open Banking. C'est donc l'association de deux mots anglais. Le premier voulant dire ouvert pour open. Le deuxième, c'est banking, exprimant l'action d'exercer une activité liée à la banque. Ça, c'était pour l'entrée en matière, je dirais, d'interprétation linguistique. Mais concrètement, Laurent Darmon, qu'est-ce que c'est l'Open Banking ? L'open banking, c'est tout simplement la banque ouverte. C'est le passage d'une banque où tout était fait à la maison à la prise en compte d'un monde qui, au-delà du secteur bancaire, est de plus en plus ouvert. Ce qui a fait le succès finalement de Google, c'est l'ouverture qu'il avait à des systèmes d'exploitation comme Android ouverts à tous les téléphones. C'est le succès d'Apple avec un store qui ouvre la porte à plein d'innovations faites par les autres et ramenées dans son écosystème. Et ce qu'on voit dans ce monde ouvert qui permet à travers des plateformes de mettre en relation des producteurs et des clients à travers ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est une tendance qui commence à atteindre le secteur bancaire. Alors, une tendance dont il était plus ou moins à l'écart jusqu'à maintenant et qui commence à prendre de l'ampleur. Des acteurs qui, au final, dont l'activité première n'était pas forcément la banque et qui ont commencé à avoir des activités financières. Alors, en effet, la banque intéresse un grand nombre de personnes. D'abord parce que chaque client se dit que la banque pourrait faire mieux. Et donc, derrière chaque start-up, on trouve en fait des entrepreneurs. Et les entrepreneurs partent de points de douleur. Et il y a parfois un brin de candeur, mais aussi une vraie réalité qui est que les services offerts par les banques il y a quelques années pouvaient être en décalage avec ce qu'on trouvait de plus en plus dans d'autres secteurs. Donc, beaucoup de gens ont voulu se rapprocher de ce secteur. Et puis, la banque, c'est l'économie, c'est le monde dans lequel on vit. Et tout secteur est plus ou moins légitime pour se dire qu'il peut pousser un peu plus sa proposition de valeur avec du paiement, avec de l'assurance. Et donc, là encore, ceux qui essayent d'ouvrir un peu le monde un peu plus grand empiètent de plus en plus sur l'univers bancaire. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'open banking émerge à une époque où il y a une révolution numérique du digital qui est très forte. Oui, tout à fait. Si aujourd'hui on voit l'émergence de l'open banking, c'est parce qu'il y a deux tendances de fond qui permettent l'ouverture sur un secteur que je vais dire plutôt conservateur parce que régulé avec de très fortes contraintes. Le système bancaire ? Oui, le système bancaire qui aujourd'hui a à la fois l'ouverture par la technologie qui fait qu'on parle de cloud, qu'on parle d'ouverture avec la baisse des coûts de fabrication des systèmes d'information. Il y a quelques années, il fallait minimum 30 millions pour faire un système d'information bancaire. Aujourd'hui, certains rêvent de ça avec 3 millions. Et on peut même descendre beaucoup plus bas quand on s'appuie sur les systèmes d'information de tiers qu'on va utiliser et payer à l'usage. Et puis, il y a une deuxième tendance très forte, et elle propre au secteur financier, qui est la dérégulation, lancée d'abord par des nouvelles lois. On peut citer la DSP 1, qui était une loi européenne qui est rentrée en application maintenant il y a 10 ans, qui ouvrait le secteur des paiements. Et on a vu depuis 10 ans beaucoup d'innovations dans ce secteur-là. Elle a son petit frère, la DSP 2, qui est une ouverture qui va plus loin, qui permet aux données bancaires aussi de circuler depuis le début de l'année 2018 et qui sera à plein à la fin de l'année prochaine. Donc DSP1 c'était en 2009, DSP2 promulgué en 2013 et active depuis 2018. Début 2018 avec une zone de transition qui devrait aller jusqu'à la rentrée septembre 2019 pour que ça soit en plein effet. Et puis, on trouve aussi des lois sur la mobilité bancaire, ce qu'on a appelé la loi Macron, qui pousse les clients qui veulent changer de banque à pouvoir le faire de façon beaucoup plus aisée. Des réglementations aussi, comme la GDPR,
dont on parle beaucoup dans tous les secteurs, mais qui veut dire qu'à un moment, la donnée doit circuler, y compris la donnée bancaire. Donc quand on met tout ça bout à bout, vous avez à la fois un secteur qui s'ouvre et avec des données qui, de façon sécurisée, vont sortir de la banque, doivent sortir de la banque, et de l'autre, des technologies qui permettent à des gens entreprenants d'imaginer, rebondir sur cet environnement financier pour proposer des nouvelles propositions de valeur. En parlant de régulation, de dérégulation, comme vous venez de le faire, en énumérant la DSP1, la DSP2, en rappelant aussi en propos liminaires quels ont été les nouveaux acteurs qui sont rentrés sur le marché des services financiers comme Apple ou Google, ce sont des éléments qui ont à la fois contraint et conduit les banques à envisager ce mouvement d'ouverture. Les banques, depuis tout temps, sont un métier très ouvert. La banque, à l'origine, elle naît en faisant son job de rapprocher ceux qui veulent épargner de ceux qui veulent prêter. Et c'est ça qui fait que l'argent circule plus vite. Et quand l'argent circule plus vite, l'économie va plus vite. Et au-delà de ce rôle ancestral, la banque a diversifié son rôle à travers les paiements, a diversifié son rôle à travers l'assurance, a diversifié son rôle à travers des nouveaux produits d'épargne. Et donc le mouvement qu'on voit, c'est un mouvement d'innovation qui s'accélère. Là où on avait des vrais changements de paradigme importants dans la banque tous les 15 ans à peu près, on voit des innovations qui bousculent un petit peu les habitudes. Et c'est cette accélération qui fait qu'aujourd'hui on parle d'open banking avec un regard un peu plus aiguisé, tout simplement parce que la banque rentre dans cette accélération du temps qu'on trouvait dans les autres secteurs. Est-ce qu'on peut considérer que depuis la DSP1, c'est le début de l'ère de l'open banking ? Alors en effet, la DSP1, elle dit très clairement que de nouveaux acteurs peuvent reprendre des métiers qui historiquement étaient faits par les banques. D'abord sur les paiements et puis maintenant de façon plus large. Sur les données, l'exploitation des données. L'exploitation des données avec la DSP2 qui permet, grâce à la DSP2, d'aller créer des nouveaux métiers. Et donc là, ça va être l'imagination qui va permettre de décrire de nouveaux usages. Comment les clients tirent profit en fait de l'open banking ? Alors, on est au début du mouvement aujourd'hui. On voit une effervescence côté start-up. On en a vu émerger le peer-to-peer avec des acteurs comme Lydia a touché pas mal de monde, l'agrégation... Le transfert d'argent de particulier à particulier via un téléphone, un smartphone par exemple. Voilà, pouvoir rembourser un ami juste en donnant son numéro de téléphone. De mobile. Ça permet de rembourser quelqu'un sans effort, sans avoir besoin de connaître son mail. De la même façon, l'agrégation de comptes qui permet d'avoir dans la même interface l'ensemble de ces comptes de plusieurs banques, c'est quelque chose qui a rencontré un certain succès, d'abord avec des startups comme Bankin, Linkso, pour parler des deux leaders, mais qui maintenant est devenu une sorte de commodité dans le sens où c'est un service qui commence à être offert par la plupart des banques de la place. Quand on se penche un petit peu sur ces nouveaux usages, c'est la possibilité, à travers des nouveaux moyens de paiement, de pouvoir payer en ligne beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire. Ce qu'on va commencer à voir émerger, notamment sur Internet, c'est le fait que là où aujourd'hui vous devez payer en vous identifiant deux fois, une fois sur les sites et une fois au moment de payer, la tendance, ça va être s'identifier une seule fois, comme on peut déjà le faire d'ailleurs sur Amazon, pour qu'il y ait le moins de rupture possible dans vos parcours. C'est le fait de pouvoir payer avec des moyens de paiement qui font que vous n'avez pas à donner votre numéro de carte bleue. C'est la possibilité d'avoir des paiements qui s'intègrent dans des parcours pour pouvoir, par exemple, quand vous êtes dans une manifestation, pouvoir payer. Avec un objet comme une bague ou un bracelet, par exemple ? Exactement, ce qu'on voit de plus en plus dans les festivals. On trouve ça de plus en plus aussi pour mettre en œuvre un certain nombre de produits qui d'habitude relèvent de la banque. Dans des parcours, vous êtes en train d'acheter un produit, vous vous assurez avec 3 clics. Vous avez... Simultanément, en fait. En même temps que vous êtes en train d'acheter, on vous propose tout simplement de vous assurer et pas avoir une grande assurance, juste avoir une assurance par rapport à ce dont vous avez besoin. Et on voit bien que d'attaquer l'assurance justement à la demande, ça vous permet de pouvoir assurer des petits biens, de pouvoir les assurer pour des durées très courtes. Donc par exemple, vous prêtez votre voiture à un ami, vous allez assurer votre voiture juste pour cet usage-là, à ce moment-là. Donc c'est des petites choses de la vie
qui s'adaptent à nos nouveaux comportements. L'économie du partage, la voiture autonome, tout ça, c'est des choses qui remettent en cause un petit peu la propriété et la façon dont on vivait la banque. Si je ne suis pas propriétaire de ma banque, j'ai besoin pourtant de la consommer. Comment je m'assure? Comment je participe éventuellement à un financement à plusieurs d'une voiture qu'on va consommer? Donc l'open banking, c'est vraiment une ouverture qui nous permet de créer ces nouveaux usages, ces nouveaux produits, en même temps que d'autres imaginent l'évolution de notre société. Donc on voit que ces services, quand ils sont très fortement porteurs de valeur, commencent à émerger, mais qu'à un moment, les banques ont tendance à les réintégrer, ce qui oblige les acteurs plus historiques de ces services-là à devoir se diversifier ou à continuer à innover. Et puis, le secteur commence à s'organiser aussi pour pouvoir innover sur des niches. C'est-à-dire que là où avant, il fallait satisfaire un grand nombre pour fonctionner, maintenant, on peut commencer à s'intéresser à une niche de consommateurs qui a des besoins très précis et qu'on va satisfaire tout simplement parce qu'on arrive à baisser le coût de l'innovation. Et donc, des petites niches peuvent être très rentables pour des acteurs qui savent l'appréhender en répondant exactement aux besoins. Un exemple concret? Donc, on le voit sur les associations, on les voit sur les jeunes, voire les mineurs. On le voit pour les gens qui voyagent beaucoup à l'étranger. Sur quel type de service? Donc, pour les gens qui voyagent, c'est la possibilité d'avoir une carte bancaire à faible coût et qui, avec la même carte, vous permet de payer dans des devises différentes. Sur les associations, c'est la possibilité de pouvoir gérer le bancaire et le parabancaire, c'est-à-dire de ne pas être bloqué simplement avec le monde bancaire et que si vous avez besoin pour gérer votre association d'avoir des membres, vous gérez vos membres, c'est du parabancaire, de faire payer les cotisations, tout d'un coup ça devient du bancaire, de gérer les attestations fiscales de ces membres-là, on retourne dans le parabancaire, de pouvoir enregistrer en comptabilité, on continue la chaîne de valeur. Et puis, vous avez besoin par rapport à tout ça d'avoir des rapprochements entre ce que vous avez dépensé sur votre compte et ce que vous constatez. Et là, vous revenez à du bancaire. Et tout ce qui apporte de la valeur, c'est de simplifier ça pour que dans une interface ou dans des parcours clients, vu du gestionnaire d'une petite association, ça soit le plus simple possible. Et donc, c'est cette hybridation à la fois entre le bancaire et le non bancaire, le physique et le digital, qui commence à être la troisième génération qu'on voit émerger auprès d'un grand nombre de startups qui participent à ce mouvement d'open banking. Comment est-ce que les banques, elles envisagent l'open banking? C'est une opportunité de business ou c'est un risque de perdre des parts de marché compte tenu de l'émergence de ces nouveaux acteurs tels les fintech? Alors, on peut imaginer les deux, et d'ailleurs, on voit des fintech qui commencent à émerger avec un certain succès. La réalité aujourd'hui pour les banques, c'est que ça leur permet de participer au mouvement. Alors, je laisserai chaque banque éventuellement se positionner sur cette question. Ce que je crois qui est fondamental pour les banques, qui ont une relation plus globale que peut l'avoir une fintech, c'est de penser aux clients. Et c'est-à-dire que l'open banking, c'est surtout une opportunité pour elles d'accroître leurs promesses et de satisfaire leurs clients. Si derrière ce gain en utilité, elles le transforment en valeur qu'elles gardent. Certaines pourront faire ce choix. D'autres font plutôt le choix de se dire « j'accrois la valeur et je la rends au client pour créer de la fidélité du service ». Et qui dit fidélité dit bouche à oreille et transformation d'un fonds de commerce qui augmente. Donc là, chaque banque se positionne dans la transformation de cette utilité, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est justement cette banque qui bouge sur sa proposition de valeur dite historique. Quand vous êtes dans un monde qui innove très vite, la difficulté, c'est d'être le meilleur partout, tout le temps. Et donc, les banques s'appuient aujourd'hui sur l'open banking pour tester aussi des propositions, pour intégrer des propositions de start-up qui vont venir enrichir l'offre, voire pour compléter les métiers de production que j'évoquais à travers des nouveaux métiers. Donc, on voit émerger de plus en plus des banques qui se mettent sur des plateformes extérieures ou qui viennent enrichir leur offre de services, par exemple dans les paiements. Vous évoquiez le prisme de l'histoire pour répondre à l'une de mes questions au tout début d'interview. Si on remonte au Moyen-Âge et aux prémices de la profession de banquier, à savoir je réalise des opérations de change, je sécurise l'épargne, je prête, je touche des intérêts, et j'investis pour schématiser. Avec l'épargne, la pratique du métier, elle a été pendant longtemps presque immuable. Avec l'open banking, la pression concurrentielle induite par la révolution numérique, est-ce que
Vous et vos pairs considérez aujourd'hui l'innovation comme étant une injonction et non plus une option? L'innovation est au cœur aujourd'hui de ce que les banques investissent. Il suffit de regarder les plans stratégiques de la plupart des grandes banques. On voit qu'elles font un pari technologique assez structurant et en tout cas assez en rupture avec les discours qu'on entendait jusqu'à maintenant. L'enjeu, je ne pense pas qu'il soit dans jusqu'où elles iront dans la technologie, vu les mouvements qu'on voit. C'est plutôt jusqu'où elles iront dans l'hybridation avec l'humain. Si les banques se transforment en start-up géantes, je ne suis pas convaincu qu'elles seront gagnantes. Les start-up pourront peut-être aller plus vite et plus fortes. Là où la banque fait la différence, c'est justement quand elle arrive à valoriser l'humain, l'agence, le conseiller avec le digital. Et l'enjeu majeur, c'est cette hybridation qui est aussi une innovation. Quand vous avez la nuit la possibilité de proposer un chatbot à vos clients pour pouvoir répondre à ces questions, c'est une innovation. Le chatbot, pour expliquer à nos auditeurs, c'est une messagerie automatisée via un appareil digital, smartphone ou ordinateur. Et donc ce chatbot, ce robot finalement pour répondre, qui est un plus quand les agences sont fermées, s'il devient se substituer à l'humain pendant la journée, il est clair que le client se demandera à quoi sert sa banque par rapport à d'autres acteurs. Et donc l'enjeu, il est plutôt pour l'agence bancaire de savoir comment à la fois elle répond rapidement et sans doute en s'appuyant sur des technologies à toute heure, et comment elle amène ce supplément à la fois humain et de connaissance de ses clients pour aller beaucoup plus loin que ce que le robot et l'algorithme est capable de faire. De la même façon, quand tout va bien, finalement, un grand nombre de clients se satisfont d'une réponse automatisée. Et puis quand ça va moins bien, quand on a une réclamation à faire, quand on a une vie compliquée, et nos vies sont toujours compliquées avec parfois des successions à gérer, des achats immobiliers à faire, des enfants qui partent faire des études à l'étranger. Ce genre de choses implique tout d'un coup que vous ayez quelqu'un qui puisse vous dire comment vous organiser, comment prévoir. Et là, l'algorithme a atteint quelquefois ses limites quand il s'agit de vraiment personnaliser la réponse. Donc, je ne veux pas faire un discours pro-humain. Je veux juste faire un discours qui est de dire que l'innovation pour les banques, c'est vraiment de réussir cette hybridation. On va maintenant passer aux questions des internautes. Alexis nous a rejoint en studio. Bonjour Alexis. Bonjour Gabriel, bonjour Laurent. Première question, c'est celle de Vincent. Quelle interactivité peut-on trouver entre open banking et réseau d'agences ? Tout d'abord, je crois qu'il est important de rappeler, voire rassurer sur le fait que quand on parle d'open banking, on est sous une dimension très technique et que finalement, la technique ne remplace pas l'humain. Dans le sens où il y a une vraie complémentarité entre le digital et ce que peut apporter l'humain. Aujourd'hui, il est indéniable que les clients attendent les deux. Et si je devais donner un exemple, l'humain, il est capable véritablement de capitaliser sur une analyse et sur la connaissance des clients pour assurer le suivi, pour assurer les réponses aux questionnements que peuvent se poser les clients et qu'ils ont quelquefois même du mal à formaliser par écrit ou via le digital. Et on voit que dans la banque, comme dans beaucoup de métiers, c'est la qualité du service après-vente qui domine la qualité de service. Je dirais que dans la banque, c'est sans doute encore plus vrai qu'ailleurs, parce que les conseils qui sont donnés à un moment portent sur la durée. Et quand ça porte sur la durée, vous avez vraiment besoin d'avoir un interlocuteur qui est redevable. Et il est très compliqué de demander à un algorithme de rendre des comptes. De fait, cette complémentarité entre open banking et les agences, elle se joue dans une hybridation aujourd'hui qui oppose pas les deux, mais qui permet justement de dire que quand on vient en agence, on va avoir des services qui pourront être offerts sur des tablettes. Et ces services, ils peuvent être enrichis justement par ces apports de contributeurs externes à la proposition de valeur et à l'analyse, à la qualité de l'analyse qui sera faite avec le conseiller. Donc on a d'un côté la connaissance qui se joue entre deux humains et d'autre part un supplément de valeur et de pédagogie sur lequel le digital et l'open banking peut être un vrai apport. Enfin, je dirais que les réseaux d'agences sont des réseaux qui conseillent par rapport à des propositions de valeur. Et de plus en plus, on peut enrichir cette proposition de valeur de nouvelles offres et l'open banking est au cœur de cet enrichissement des offres. Merci.
Deuxième question, c'est celle de Gilles, qui lui part de la directive européenne DSP2, qui serait une opportunité pour les banques, et vous pose la question suivante. Quels sont selon vous les ingrédients permettant de conseiller sécurité renforcée, R&D externalisée, distribution augmentée, développement accéléré et satisfaction client? Alors, il est vrai que la DSP2 est un coup d'accélérateur de la création des API qui sont à la base de l'open banking. Mais je crois qu'il est important de rappeler que de nombreuses banques ont lancé des mouvements avant la DSP2. Il y a pas mal de banques étrangères qu'on cite habituellement. En France, rien que le Crédit Agricole, avec le lancement de CA-Store dès 2012, s'est inscrit dans cette logique d'ouverture. Une ouverture justement pour enrichir les propositions de valeur. Et je crois que la DSP2, elle est guidée surtout par cette volonté d'ouvrir un peu plus l'innovation dans le secteur bancaire et de permettre à un certain nombre d'acteurs de se positionner beaucoup plus librement et en ayant accès aux données des clients. La GDPR, qui est une façon qu'a eu la Commission européenne d'ouvrir à la mobilité des données entre les métiers, est une illustration générale, mais dans la banque, ça se traduit à la fois par l'application entière de la GDPR, mais aussi par l'application de la DSP2, qui permet à des tiers d'accéder à des données des clients si les clients donnent leur consentement. Et on voit bien que dans cette démarche, ça veut dire que ceux qui, grâce aux clients, peuvent accéder aux données, peuvent proposer des services nouveaux. Et là, les banques ont un vrai choix entre être passives par rapport à cette ouverture offerte par la réglementation ou d'être actives en incitant le plus possible, voire en donnant des écosystèmes sécurisés pour qu'un maximum de contributeurs externes viennent renforcer cette valeur. Là encore, si je donnais un exemple au Crédit Agricole, la création d'un startup studio sponsorisé par le groupe à travers la Fabrique by CA, ça relève justement de se dire non seulement il faut proposer des API, mais il faut aussi que si des entrepreneurs arrivent avec des idées riches, mais ne bénéficient pas d'un écosystème financier qui est finalement quand même assez compliqué à maîtriser. On parle de sécurité, c'est une des dimensions à maîtriser, il y en a un certain nombre d'autres. Si vous n'avez pas un écosystème pour vous aider, on s'aperçoit qu'il est difficile pour un acteur extérieur de venir enrichir cette proposition. Donc la création d'un startup studio, ça relève de cette même logique qui est une façon d'externaliser de la recherche et développement, mais aussi de la canaliser par rapport à des priorités. Et je crois qu'au centre de l'open banking, je l'avais dit tout à l'heure, mais il y a d'abord quel est le choix stratégique de l'établissement. Une stratégie d'open banking, elle est d'abord guidée, d'après moi, par que veut faire l'établissement financier. On peut partir dans tellement de directions qu'on pourra vraiment parler, pour reprendre les mots de votre question, de développement accéléré, que si ce développement correspond à une stratégie gagnante pour le client et l'établissement pour qu'elle soit suivie dans le temps. Alors enfin, dernière question, celle de Romain, qui nous dit « Il y a un an, François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France, appelait les banques françaises à construire sous 18 mois leur API de sécurité. Pourriez-vous nous dire où le groupe Crédit Agricole en est aujourd'hui sur ce sujet des interfaces de programmation vitales aux initiatives d'open banking ?» Alors la question est un peu technique, elle fait appel à justement l'établissement de ces nouvelles normes. Deux dates à avoir en tête. D'abord la DSP2, lancement effectif en 2015. Mais en fait, les textes réglementaires qui donnaient le cadre précis de fonctionnement de ces API n'est paru qu'en mars de l'an dernier. Donc vous voyez, c'est assez récent, il y a moins d'un an. Donc la question en effet du temps pour les déployer dans les délais, elle se pose pour chaque établissement. La contrainte, c'est d'être opérationnel en septembre 2019. C'est presque demain pour une banque. Je peux rassurer là-dessus. On n'a pas de raison, nous, d'être inquiets côté Crédit Agricole. Sachant que dès aujourd'hui, on a des premiers tests qui sont en cours avec des établissements tiers pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et fonctionner bien, c'est à la fois la complétude des API réglementaires, mais c'est aussi être capable d'avoir un processus opérationnel efficace, d'avoir la sécurité qui est logiquement attendue par tous. Et enfin,
de pouvoir être sûr que ça fonctionne bien en aller-retour et dans les délais préconisés par la loi. Il y a des délais très stricts imposés par la loi et là-dessus encore, je ne suis pas très inquiet d'ici septembre prochain. Ok, merci Laurent et à très bientôt. Merci Alexis. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn Groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn. À très bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.